En allant à l'île Maurice, j'imaginais ça. Et ça. Mais sur place, j'ai découvert ça. Un paradis fiscal. Comment en est-on arrivé là? Reprenons depuis le début. Dès l'Antiquité, des échanges entre certains peuples méditerranéens se développent. Dès le 8e siècle, les Arabes installent les premiers établissements commerciaux aux Seychelles et Mascareignes, jusqu'alors restés déserts. L'île Maurice aurait servi de refuge aux pirates arabes pour y cacher leurs trésors. Dès 1500, les Portugais entreprennent la conquête de tous les comptoirs arabes de la côte africaine de l'océan Indien. L'île Maurice est nommée Cyrnée. Tout comme les Arabes, les Portugais n'utiliseront l'île que comme escale. Ce n'est qu'en 1638 que les Hollandais s'y installent pour y exploiter le bois d'ébène. Les Hollandais abandonnent l'île en 1710, après avoir pillé la faune, la flore et épuisé les ressources en bois précieux. En septembre 1715, la France envoie un bateau de guerre prendre possession de l'île, qui est rebaptisée l'île de France. Des centaines d'esclaves, puis des milliers, venus d'Afrique, arrivent pour y cultiver le café et les plantes à épices. À partir de 1735, Mahed Labourdonnais fait venir des engagés indiens depuis la péninsule pour travailler dans les plantations. En quelques années, l'île sauvage devient une colonie rentable. Rapidement, la langue maternelle des descendants d'esclaves, le créole mauricien, devient la langue véhiculaire. En décembre 1810, les Britanniques débarquent avec 10 000 hommes au cap Malheureux de Maurice. Le général Descamps, envoyé par Napoléon, capitule avec ses 4 000 hommes. Si l'administration passe sous contrôle britannique, dans l'acte de capitulation de 1810, l'article 8 spécifie que les colons peuvent conserver leur religion, lois et coutumes. Et le code Napoléon reste en vigueur. Et l'île retrouve son ancien nom, l'île Maurice. Beaucoup de franco-mauriciens, blancs, grands propriétaires fonciers et hommes d'affaires décident de rester sur l'île et poursuivent l'exploitation de la canne à sucre avec leur main-d'œuvre d'esclaves. L'anglais devient progressivement la langue unique de l'administration. L'abolition de l'esclavage devient effective le 1er février 1835. 66 343 personnes sont alors affranchies. La couronne britannique accompagne cette abolition de substantiels dédommagements pour les planteurs. Pendant les 30 années qui suivirent, 200 000 immigrants indiens et chinois arrivent à Maurice pour compenser le départ de bon nombre d'anciens esclaves. Ces arrivées changent radicalement la composition ethnique des habitants. En 1965, le Colonial Office décide d'organiser l'indépendance de l'île et des élections générales ont lieu le 7 août 1967. Le Parti de l'Indépendance obtient la majorité des sièges. Le 12 mars 1968, l'indépendance de l'île Maurice est proclamée, 6 semaines après de sanglantes émeutes. Sir Siwosake Ramgoolam devient le premier ministre d'une île Maurice indépendante, dont la reine Elisabeth II reste chef d'État en tant que reine de Maurice. Mais en 1992, le Parlement abolit la monarchie et Maurice est maintenant une république. La constitution de Maurice ne mentionne aucune langue officielle pour le pays. L'origine multiculturelle de la population a conduit à une pluralité des langues maternelles de ses habitants. L'enseignement se fait en anglais et en français. Et d'autres langues sont aussi enseignées, notamment asiatiques. La population étant largement multilingue, près de 30 centres d'appel se sont localisés dans l'île. Les Indo-Mauriciens jouent un rôle important dans le paysage socio-économique de l'île, avec de nombreuses personnalités influentes,
notamment dans la politique, la culture et les affaires. Les Franco-Mauriciens sont très présents dans le tertiaire et ont capté une part importante des richesses. Si les grandes familles franco-mauriciennes sont attachées à la canne qui fit leur fortune, elles ont depuis longtemps investi l'industrie textile, le tourisme et les affaires. Quant aux créoles mauriciens et les sino-mauriciens, ils forment la strate la plus pauvre de la population. Malgré une croissance économique significative, l'île Maurice fait face à des inégalités de revenus. Les classes moyennes et supérieures bénéficient largement de la croissance, tandis que les ménages les plus pauvres continuent de lutter pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. La religion est très prégnante dans la société. L'hindouisme est la religion la plus répandue au sein de la population mauricienne. Les chrétiens, avec une large majorité de catholiques, sont confrontés à des tensions entre blancs et créoles. La plupart des musulmans sont des descendants de migrants indiens et de sunnites. L'alphabétisation jouant un rôle essentiel dans le développement du pays, le gouvernement mauricien a décidé de faciliter l'accès à l'enseignement pour tous les enfants. Il offre une éducation gratuite. Le système éducatif scolaire de l'île Maurice repose sur le système scolaire britannique. L'uniforme scolaire est obligatoire dans toutes les écoles. Le primaire, qui dure 6 ans, prépare à l'examen du Primary School Achievement Certificate. L'enseignement secondaire comprend 7 ans de scolarité et est obligatoire pour tous les enfants de moins de 17 ans. L'île Maurice est bien loin d'être démunie en matière d'établissement d'enseignement supérieur. Elle possède plusieurs universités publiques, privées et internationales, des centres de formation, une prestigieuse école d'architecture et une ville intelligente centrée sur l'éducation. Depuis l'indépendance de 1968, Maurice a évolué d'une économie basée sur l'agriculture à une économie diversifiée avec les secteurs industriels, financiers, touristiques en pleine croissance. De 1982 à 1995, l'île Maurice a vécu une profonde évolution économique avec un taux de croissance qui caracolait autour de 7% de 1984 à 1988. La canne à sucre est cultivée sur environ 90% de la surface agricole. Une sécheresse historique a cependant endommagé durement la récolte sucrière de 1999 et au milieu des années 2000, Maurice a dû faire face à une nouvelle crise, la fin de l'accord multifibres le 1er janvier 2005, ainsi que la fin du protocole du sucre de l'Union européenne en septembre 2009. C'est ce qui a entraîné la chute des prix à l'exportation du sucre de 36%. Il s'est ensuivi une chute de la croissance et une augmentation du taux de chômage. En juin 2006, 40 mesures de réforme ont été annoncées. Ces réformes visaient à réduire rapidement le chômage, aider l'économie à faire face au choc du sucre et retrouver le chemin de la forte croissance à laquelle les Mauriciens étaient habitués. En 3 ans, le taux d'imposition pour les entreprises et les particuliers a été réduit avec des incitations additives. L'économie a été ouverte aux non-citoyens en assouplissant les conditions d'entrée pour les investisseurs. Les lois sur l'immigration ont été modifiées pour donner à ces personnes le droit de séjour 3 jours seulement après le dépôt de leur demande. Les tarifs à l'importation ont été considérablement réduits. Le tourisme, les TIC, les services bancaires offshore, les services financiers, les soins médicaux de haute qualité et les stations intégrées sont désormais parmi les piliers du développement continu de Maurice. Le système fiscal mauricien est l'un des plus légers au monde, ce qui en fait un paradis fiscal. Maurice a signé avec de nombreux pays, dont la France,
des conventions de non-double imposition. Les non-citoyens qui achètent une résidence d'au moins 500 000 $ dans des zones de villégiature intégrées ont reçu le statut de résident pour eux-mêmes et leurs familles. Maurice compte plus de 20 000 sociétés offshore. Ce système permet aussi la circulation de fonds d'origine frauduleuse ou criminelle. Ces dernières années, la République de Maurice est confrontée à la montée de l'islam radical, à une rapide diffusion de la délinquance liée au trafic de drogue et à une contestation de plus en plus forte de l'appropriation des plus beaux sites des îles par l'industrie du tourisme. Mais en mars 2022, Maurice est sorti de la liste noire de l'Union européenne des pays à haut risque en termes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sur laquelle elle était inscrite depuis octobre 2020, améliorant les perspectives du secteur financier. En 2025, le marché mauricien a réussi à capter l'explosion du télétravail. Depuis l'introduction du Premium Travel Visa, l'île est désormais l'un des hubs mondiaux pour le digital nomade. L'île Maurice, joyau incontesté de l'océan Indien, est en train de vivre un véritable boom immobilier. Et les Français en sont les premiers acteurs. Depuis 2023, les acquisitions immobilières par des ressortissants français ont explosé. Plus de 12 000 retraités français ont fait le choix de vivre à l'île Maurice. Parfois votre compte, c'est qui fait suivre la vérité. Et n'a que tu finis renseigné, parfois sans ce ban mauvais penser. Tout ce qui se posséder, ça me se trouve assez. C'est qui n'a beaucoup parlé fantasé, c'est qui péna, petit man s'arrêter. Et ça l'autre là, y'a dans l'hospitalité. Par ailleurs, c'est qui n'a raté, je trouve pour gaspiller, quand même qui je connais. Et n'a petit moun qui fait dormir sans manger. C'est qui vous fait dire mon papa critiquer, vous connaissez le salade et là, personne pas forfait. Laisse raconter, vous m'avez vivre l'humanité. Tous les autres annoncent sans conscience, perversité.